Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans ce nouveau bulletin d'information. Au titre de l'actualité, aujourd'hui, Algérie, procès de l'ex-PDG de Sonatrach, Mohamed Mziane, le verdict reporté au 29 avril. Algérie, séminaire international sur la cybercriminalité, début des travaux à Alger. Indonésie, sommet afro-asiatique, rencontre Shinzo Abe et Xi Jinping pour dégeler les relations. Yémen, fin de la campagne aérienne de la coalition. Éthiopie, des manifestations réprimées dans le sang. Nous débutons ce journal avec la célébration du 60e anniversaire de la conférence de Bandung. Le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, a affirmé mercredi à Jakarta que cet événement constituait une opportunité pour l'intensification de la coopération et de la concertation entre les pays afro-asiatiques contre la menace terroriste. Le président du Conseil de la Nation a rappelé à cette occasion la conférence internationale sur la déradicalisation que l'Algérie accueillera au mois de juillet 2015 et le symposium sur le financement du terrorisme, en particulier au moyen du paiement des rançons qu'elle organisera en automne 2015. Par ailleurs, M. Ben Salah a estimé que la rencontre constituait une occasion précieuse de se ressourcer de l'esprit de Bandung et aux principes fondateurs d'une relation internationale, reposant sur la force du droit et au service exclusif du progrès de l'humanité. Il a salué à cette occasion les efforts consentis par les pays africains participant à la conférence de Bandung pour améliorer le cadre institutionnel, affirmant que le projet continental du NEPAD a passé avec succès le test de maturité à travers son intégration en 2010 aux structures de l'Union africaine. Parlant de la Palestine, il a souligné que 2 décennies d'efforts inlassables dans la recherche d'une paix juste et durable au Moyen-Orient, appuyés par la communauté internationale, ont conduit à un résultat inquiétant, révélant un déni du droit du peuple palestinien, du droit international et des relations internationales. Sur le plan judiciaire, le verdict dans le procès de l'ex-PDG du groupe Sonatrach, Mohamed Mziane, et d'un vice-président du groupe, poursuivi pour violation de la législation régissant les mouvements des capitaux, a été reporté au 29 avril prochain. Pour rappel, le procureur avait requis une peine de 5 ans de prison ferme et une amende de 122 millions de dinars, soit le double du montant de l'infraction estimé à 61 millions de dinars. La justice, via le dépôt de plainte de l'administration des douanes, leur reproche d'avoir procédé à des surfacturations concernant l'importation de transformateurs et de générateurs fournis par la compagnie Schlumberger pour l'équipement d'une nouvelle raffinerie créée aux frontières algéro-libyennes, pour empêcher ce pays de pomper le gaz et le pétrole algérien gratuitement et de manière illégale. Les 2 prévenus avaient nié lors du procès du 8 avril dernier, devant le pôle spécialisé près le tribunal de Sidi Mohamed, les griefs retenus contre eux. Mohamed Mziane avait déclaré qu'il n'était pas en poste au moment où les pièces étaient arrivées au port d'Alger, tout en reconnaissant qu'il était partie prenante dans les négociations du contrat, tout comme Belkacem Boumediene, son vice-président, qui a comparu en tant que détenu, contrairement à Mohamed Mziane qui était libre de ses mouvements, car sous contrôle judiciaire pour l'affaire Sonatrach 1, laquelle devait être traitée par le tribunal criminel près la cour d'Alger le 15 mars dernier et fut reportée au 7 juin prochain en raison de l'absence de 38 témoins. Les travaux du séminaire international sur la cybercriminalité, médias sociaux et sécurité publique ont débuté mercredi au Cercle national de l'armée à Alger. Cette rencontre de 2 jours, présidée par le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le général-major Menned Nouba, s'inscrit dans le cadre de la concrétisation des activités programmées au titre du plan d'action 2015, adopté par les ministres de la Défense de l'initiative 5+5 Défense. L'objectif de cette rencontre est de mettre en exergue l'expérience de la gendarmerie nationale algérienne en matière de lutte contre la cybercriminalité selon les organisateurs. La rencontre vise principalement à examiner la relation entre les médias sociaux et la sécurité publique, du point de vue de l'utilisation des médias sociaux par les criminels pour faciliter des actes criminels et les autres risques des médias sociaux qui peuvent influer sur la sécurité publique, a-t-on expliqué. La première méga-centrale technologique à l'échelle africaine, dédiée à la fabrication des puces et circuits électroniques et spécialisée en nanotechnologie, sera mise en service par l'Algérie en octobre prochain, a annoncé Mardi Atipaza, le directeur général de la recherche scientifique et du développement technologique auprès du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.
Cette centrale stratégique est susceptible de créer une révolution en matière de nanotechnologie et de fabrication de puces électroniques et autres systèmes de communication intégrés et composants électroniques, a indiqué à l'APS le professeur Hafid Haourag en marge de la première rencontre algéro-espagnole sur les perspectives de coopération en matière de recherche scientifique et de développement technologique. Entrée dernièrement en phase d'expérimentation au niveau du Centre de développement des technologies avancées de Baba Hassen, cette structure est considérée comme stratégique et sensible pour la sécurité de l'État, car toutes les puces et composants électroniques, les puces des portables et autres puces utilisées dans les documents biométriques, cartes Chifa et cartes bancaires, sont actuellement importées de l'étranger, a-t-il expliqué. Quelques 25 chercheurs algériens ont travaillé sur ce méga projet technologique d'un coût estimé à 22 millions de dinars et dont les équipements ont été acquis des USA alors que la structure a été élaborée par des Allemands. Cette centrale, dont la valeur est estimée à 12 milliards de dollars selon la même source, permettra aux opérateurs algériens d'acquérir localement les composants électroniques qui sont actuellement obligés d'importer. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'armée nationale populaire relevant du secteur opérationnel des Indefla, première région militaire, a abattu 3 terroristes aujourd'hui 22 avril 2015 à 1h du matin suite à une embuscade tendue près de la commune de Hamamrera. L'opération a permis de saisir 3 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, 11 grenades, une paire de jumelles grand modèle, 8 chargeurs garnis, 8 téléphones portables et d'autres objets. Cette opération de qualité menée par les forces de l'armée nationale populaire atteste une fois encore de la détermination et de la persévérance de nos forces armées à poursuivre les groupuscules terroristes et à les anéantir. Sur le plan international, l'Iran et les grandes puissances reprennent mercredi à Vienne leur marathon en vue d'un accord définitif sur le nucléaire iranien, alors que de nombreux points restent en suspens après le compromis historique trouvé le 2 avril à Lausanne. Téhéran a prévenu mercredi que la levée des sanctions et l'obstruction possible du Congrès américain domineront ce premier round de pourparlers depuis Lausanne, prévu durant au moins 2 jours au niveau des directeurs politiques. L'Iran s'inquiète de l'adoption par la Commission des Affaires étrangères du Sénat américain d'une proposition de loi qui donnerait un droit de regard au Congrès en cas d'accord final. Nous demanderons à la délégation américaine des explications sur cette question, a précisé le négociateur iranien Abbas Araghchi dans un entretien à l'agence officielle IRNA. Après avoir difficilement tracé les grandes lignes d'un compromis destiné à clore un dossier qui empoisonne les relations internationales depuis 12 ans, il reste tout juste 70 jours aux négociateurs pour affiner les détails avant la date butoir du 30 juin. La négociatrice de l'Union européenne Helga Schmidt doit s'entretenir mercredi avec Araghchi. Ils seront ultérieurement rejoints par les représentants des autres grandes nations du groupe des 5+1. Parallèlement aux rencontres diplomatiques, des réunions techniques et juridiques sont prévues au niveau des experts. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe et le président chinois Xi Jinping se sont rencontrés mercredi pour la 2e fois depuis leur prise de fonction en vue d'améliorer la relation bilatérale ternie par des disputes territoriales et le passé impérialiste du Japon. Xi Jinping et Shinzo Abe se sont entretenus pendant une trentaine de minutes en marge du sommet Afrique-Asie dans la capitale indonésienne Jakarta, a déclaré à l'AFP un responsable japonais. Après s'être serré la main avant leurs entretiens, les 2 dirigeants semblaient plus détendus que lors de leur première rencontre en novembre dernier en Chine, où ils avaient échangé une difficile poignée de main. Les relations historiquement glaciales entre les 2 pays ont atteint leur plus bas niveau depuis des décennies en raison de leurs divergences concernant la revendication d'îles contrôlées par le Japon en mer de Chine méridionale et le passé impérialiste du Japon qui, aux yeux de Pékin, n'a toujours pas manifesté de repentance sincère pour les crimes commis dans la région. Peu avant la rencontre entre les 2 hommes, M. Abe, parfois dépeint comme un faucon nationaliste, a causé une nouvelle irritation dans la région en s'abstenant de présenter les excuses du Japon pour les agressions perpétrées par son pays lors de la Deuxième Guerre mondiale dans un discours prononcé devant les dirigeants réunis au sommet Asie-Afrique. En France, un Français d'origine maghrébine âgé de 24 ans, accusé d'avoir projeté un attentat imminent contre une ou 2 églises, a été arrêté dimanche à Paris, ont révélé mercredi des sources policières françaises, en soulignant la persistance de la menace terroriste plus de 3 mois après les attentats de Charlie Hebdo. Cet étudiant en informatique était connu des services français de renseignement pour ses velléités de départ en Syrie, afin d'y rejoindre les rangs terroristes, a déclaré à la presse le ministre français de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Selon un récent rapport du Sénat, les Français, au nombre de 1500 au total, constituent près de la moitié des terroristes européens en Syrie et en Irak. La police a découvert dans son véhicule et à son domicile dans le sud de Paris un arsenal composé notamment de plusieurs armes de guerre, d'armes de poing, de munitions, de gilets pare-balles et de matériel informatique et de téléphonie, selon Bernard Cazeneuve. L'homme a été placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête dirigée par des juges antiterroristes. L'arrestation s'est faite dans des circonstances rocambolesques,
Un peu par hasard, peu après 6 h du matin dimanche, l'homme appelle la police se disant blessé. Secouru dans l'est de Paris, les enquêteurs qui n'excluent pas qu'il se soit blessé lui-même remontent les traces de sang et arrivent à son véhicule où il découvre une partie de son arsenal. Plusieurs perquisitions et interpellations ont depuis été réalisées dans son entourage et sa famille, dont certains membres sont acquis à la cause de l'extrémisme, selon des sources policières. Au Yémen, l'aviation de la coalition menée par l'Arabie Saoudite a lancé mercredi de nouveaux raids contre les rebelles, en dépit de l'annonce la veille de la fin de la campagne aérienne pour soutenir les forces loyales au président Abdrabbuh Mansour Hadi. Les raids de mercredi étaient destinés à desserrer l'étau autour de la brigade 35 blindés, fidèle à M. Hadi, et dont le camp près de Taez venait d'être investi par des rebelles Houthis. Un rassemblement de ces derniers a été visé dans la même ville. En proclamant mardi soir la fin de la campagne aérienne de la coalition qu'elle dirige, l'Arabie Saoudite a affirmé que la coalition se réservait le droit de bombarder des mouvements suspects d'insurgés Houthis. L'annonce de l'arrêt des frappes aériennes a été saluée aussi bien par Téhéran que par Washington, qui ont appelé séparément à la relance de négociations pour une solution politique. Cependant, en dépit du succès revendiqué par Riyad pour la campagne aérienne de 4 semaines, visant à restaurer l'autorité de M. Hadi, la capitale Sanaa reste aux mains des rebelles et de violents affrontements continuent de secouer le sud du pays. Des combats ont ainsi opposé mercredi les rebelles aux partisans du président Hadi à Taez et dans les villes sudistes d'Aden, de Dalah et de Houta selon des résidents. Les chefs d'état-major des pays membres de la Ligue arabe ont entamé mercredi au Caire leurs travaux destinés à mettre sur pied une force arabe conjointe pour combattre notamment les groupes terroristes et en particulier Daesh. La commission s'est réunie mercredi au siège de la Ligue arabe au Caire, sous la présidence du chef d'état-major égyptien Mahmoud Haggazi, en présence de M. Arabi. Elle aura pour objectif de faire des propositions aux chefs d'États arabes sur la composition, les règles d'engagement et le budget de la future force selon la Ligue. Ces recommandations devront d'abord être entérinées dans les 3 mois par le Conseil de défense de la Ligue, qui regroupe les ministres de la Défense et des Affaires étrangères. Fait rare en Éthiopie, des dizaines de milliers de citoyens ont participé mercredi à Addis Abeba à une manifestation organisée par le pouvoir contre le groupe terroriste Daesh, responsable de l'exécution de 28 chrétiens éthiopiens en Libye. Le rassemblement visait à canaliser l'émotion et la colère suscitées par le meurtre des ressortissants éthiopiens par le groupe terroriste. Mais de petits groupes de manifestants en ont profité pour exprimer leur colère envers les autorités dans un pays où toute contestation est sévèrement réprimée. Répondant à l'appel des comités de quartier, efficaces relais locaux du pouvoir, la foule a commencé à se rassembler au petit matin pour finalement largement déborder de Meskel Square, la place centrale de la capitale éthiopienne, ont constaté des journalistes de l'AFP. Une grande partie des manifestants portaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Daesh n'est pas l'islam » ou « Notre paix et notre unité ne seront jamais brisées par les extrémistes ». Côté santé, le curcuma, épice très utilisée dans les cuisines algériennes et les recettes de grand-mère, recèle de grandes propriétés médicinales et ses composants ont fait l'objet de plus de 5600 études biomédicales. Compte tenu de la densité considérable de recherches effectuées sur cette épice remarquable, il n'est pas étonnant qu'un grand nombre d'études qu'on puisse la comparer favorablement à une variété de médicaments conventionnels destinés à traiter le cholestérol, le diabète, les lésions pulmonaires d'ischémie entre autres. Le curcuma et ses composants révèlent également leurs propriétés thérapeutiques dans les recherches sur la résistance des cancers à plusieurs médicaments. Une étude de 2008 publiée dans le journal Drugs in R&D a constaté qu'une préparation basique de curcuminoïdes du curcuma se comparait favorablement à l'atorvastatine de son nom commercial Taor sur la dysfonction endothéliale, la pathologie sous-jacente des vaisseaux sanguins qui entraîne l'athérosclérose, en association avec la réduction de l'inflammation et le stress oxydatif chez les patients diabétiques de type 2. Une étude de 1999 a constaté que le polyphénol primaire dans l'épice curcuma se comparait favorablement aux stéroïdes dans la gestion de l'uvéite antérieure chronique, une maladie inflammatoire de l'œil. Plusieurs études ont été publiées pour louer les bienfaits de cette plante qui est demeurée jusqu'alors inconnue pour ses vertus médicinales. Merci de nous avoir suivis dans cette édition et à bientôt sur Numidia News.